Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pinet et Marc Varnaud. Plus ça va, moins ça va. Il y a 2 semaines, un sondage IFOP nous prévoyait une abstention à 52%. Elle est désormais à 54%. Comment expliquer une si haute abstention alors que les Français avaient été plus de 70% à voter aux 2 tours de la présidentielle? Rappelons qu'aux dernières législatives, on avait eu 51,3% d'abstention au premier tour, 57,36% au second, auquel il fallait ajouter 9,86% de bulletins blancs et nuls. Les électeurs les plus mobilisés sont ceux de LFI, 66%, de l'AREM, 65%, les moins mobilisés EELV, 46%, LR et le RN avec 49%, ce qui explique peut-être les sondages actuels. 54% d'abstention prévue aux législatives. Y aura-t-il un problème de légitimité pour les futurs députés? Et vous êtes 87,3% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Jean-Christophe Gallien, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Et Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie, candidat dans la 2e circonscription de la Seine-Maritime. Bonsoir Jonas Haddad. Bonsoir. On va commencer avec vous, Jean-Christophe Gallien. Comment expliquer cette hausse de l'abstention, la non-campagne en cours ? Écoutez, on a quand même une période qui est très complexe sur le plan, on va dire, politique, mais je dirais même plus loin, démocratique. On est dans un moment électoral qui aurait dû être un moment fondateur, c'est-à-dire que l'élection présidentielle avec l'élection législative, c'est un moment où effectivement on fait le point, on démocratique sur la vie politique d'un pays, on a un rendez-vous qui purge un peu les artères démocratiques de ce pays ou pas, et là on l'a zappé, c'est-à-dire qu'on a eu une élection présidentielle qui a été anesthésiée, d'abord par la période Covid, puis ensuite par la malheureuse guerre en Ukraine, et puis aussi parce que il y avait un président de la République qui était dans une situation qui lui permettait finalement de non pas éviter, mais en tout cas de réduire le temps électoral à sa plus simple expression. Il a gagné la présidentielle, et finalement dans l'enchaînement, on a cru qu'on allait avoir peut-être quelque chose qui était le fameux 3e tour qui avait été annoncé, puis on s'est retrouvé avec, pareil, une période de temporisation assez étonnante. Je ne parle pas forcément des campagnes de terrain qui ont vraiment eu lieu, qui ont encore lieu en ce moment où on parle, mais de la réalité du temps politique national qui est aussi celui de l'élection législative. Et il a fallu attendre une espèce de tentative extraordinaire, d'une sorte de putsch médiatique de la part de Jean-Luc Mélenchon qui intervenait dans le terrain judiciaire avec une malheureuse affaire cette semaine pour quelque part on se dise tiens mais il y a une élection législative. Et ça après on peut se poser la question de savoir même si finalement les 50% de participation ne sont pas déjà un exploit si vous voulez, parce que aujourd'hui, hormis ces efforts de terrain qui sont pourtant très difficiles, avec peu de moyens, c'est difficile de faire campagne aujourd'hui dans ce pays, et ça pose encore une fois une question démocratique claire et nette. Les médias dont vous êtes nationaux sont tellement contraints dans la capacité de donner expression aux candidats ou aux partis politiques, ou même de commenter cette élection compte tenu de la loi de contrôle de l'expression politique électorale dans l'audiovisuel, que on est à la croisée des chemins de quelque chose qui n'est pas du tout bon et qui, à mon avis, s'il y a 50% de participation, c'est presque un exploit. Philippe Bilger. Je rejoins totalement l'analyse de Jean-Christophe Gallien sur les causes de l'abstention qui ne cessent de progresser. Mais permettez-moi, Philippe, de répondre très directement à la question de Sud Radio. Pour ma part, je ne discuterai pas la légitimité de quelques députés que ce soit, pas plus que je ne discute celle du président dans sa réélection et même en 2017. Parce que j'aurais le sentiment finalement d'être condamné en permanence à la mise en cause de la légitimité politique, parce que ça n'est pas demain que l'abstention se réduira, et d'autre part, par cette attitude, j'aurais l'impression d'aggraver encore plus un déficit démocratique par mon aigreur citoyenne. Voilà mon point de vue pour répondre à la question, mais tout à l'heure, si vous le permettez, Philippe, j'aurais une question à poser à Jean-Christophe, mais après que tous nos amis aient bien sûr aient débattu. On va faire répondre Jonas Haddad à votre interpellation, Philippe Bilger. Non, écoutez, moi ce que je trouve, c'est que c'est assez logique finalement, ça ne m'étonne pas cette abstention. J'ai fait là 6 mois de campagne avec beaucoup de porte-à-porte, de gens que j'ai rencontrés, et ce qui ressort de ces rencontres, c'est que les gens me disent, vous savez,
finalement, depuis 2007, enfin, pardon, pour le coup 2012, avec l'élection de Hollande face à Sarkozy, on n'a pas arrêté de voter contre. Alors, on a voté contre Sarkozy parce qu'on en avait marre. Et puis après, on a voté contre Marine Le Pen. Et puis là, la dernière fois, on a voté aussi contre Marine Le Pen. Et les votes d'adhésion massifs, les votes dans lesquels les gens se reconnaissent dans un projet, il n'y en a plus. Vous savez, cette blague qu'on dit, à force de faire barrage, on devient des castors. Donc voilà, les gens on se disent, j'y vais parce qu'il faut faire barrage à un tel, il faut faire barrage à un tel. Et c'est vrai que c'est pas très enthousiasmant. Le président de la République manie bien cette édification de barrage et à chaque fois, il se veut comme étant le rempart de quelque chose sans être lui-même sur un projet qui est extrêmement clair, dont naturellement, c'est pas hyper excitant, pour le dire comme ça. Deuxièmement, quand on envoie le message dans une grande interview il y a peu de temps encore, que de toute façon, après les législatives, on créera un Conseil national de la refondation, que de toute façon, les députés, vous avez quasiment pas vu pendant 5 ans, et les gens se disent, mais attendez, à quoi ça sert d'aller voter pour des gens que je n'ai pas vus? Donc, effectivement, le rôle du député, aujourd'hui, il a été dévalorisé, donc faut pas s'étonner. Très simplement. Finalement, les gens se disent, quand ça sert à quelque chose, la présidentielle, on sent qu'il y a un enthousiasme, un peu quelque chose, là dans ce cas-là on y va, les mairies on y va aussi, sauf qu'il y a eu le Covid la dernière fois, oui. Mais quand les gens sentent que les élus qu'on va élire, à savoir les députés, de toute façon ce sera des petits soldats, d'ailleurs vous voyez bien sur les photos, chacun a mis la photo de son chef national. Oui. Et très peu ont fait campagne sur leur propre visage. Ils disent, finalement, de toute façon, ça sert à rien, puisque ça y est, le gros est déjà passé. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'avant, et j'en terminerai par là, le député, c'était le porte-parole de sa circonscription à Paris. Maintenant, c'est le porte-parole d'un mouvement parisien dans sa circonscription. Donc, il va être qu'un perroquet qui répète des éléments de langage qui ont été définis par le siège, alors qu'avant, son rôle, c'était d'être un capteur de la société. Voilà. Céline Pina. En fait, oui, la politique des épouvantails, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les épouvantails, les castors, c'est imagé. Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous vous faites élire sur des logiques de diabolisation de l'adversaire, la seule chose que l'on n'entend pas, c'est quel projet de société vous portez. Donc, de fait, vous ne pouvez pas créer un mouvement d'adhésion. Et quand le grand match qui fait rêver tout le monde est terminé et que vous passez aux petites sélections individuelles, il n'y a plus personne au rendez-vous. Le problème, tout simplement parce que les députés sont présentés aujourd'hui comme des godillots. Et d'ailleurs, ce que dit monsieur est très juste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, on se moquait beaucoup des élus du Front National en disant ils sont tellement nuls et ils représentent tellement rien qu'ils sont obligés de mettre la photo de leur patron ou de leur patronne sur l'affiche. Aujourd'hui, ce sont tous les députés qui font ça. Pourquoi ? Parce que l'étiquette n'imprime plus dans la tête des gens. Avant, vous votiez PS, vous votiez LR. Il y avait une vision de la société qui était derrière ça. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Sur la différence entre légitimité, je dirais qu'il y a une différence entre légitimité et légalité. Autrement dit, toutes ces élections sont parfaitement légales. Tous les gens auront la totalité des pouvoirs qui leur sont conférés. En revanche, c'est vrai que la légitimité, c'est l'impact que l'on a sur la société, c'est l'adhésion que l'on crée et que l'on diffuse. Et là, il y a un vrai problème quand même. Et on peut se censurer pour protéger le système, mais jusqu'au moment où, à force d'autocensure, le système s'effondre de façon encore plus violente et rapide. Jean-Christophe Gallia et après Marc Varnaud. Oui, ce que Jonas a exprimé est très juste. Il a fait une vraie campagne, comme beaucoup d'autres. Donc, on ne peut pas mettre en question, si vous voulez, une partie de l'activité d'un certain nombre de candidats. Je redis encore une fois, ce pays souffre réellement dans l'encadrement trop strict à la fois des moyens qui sont dédiés à la démocratie. La loi électorale qui a voulu évidemment contrôler il y a quelques années, il y a bien longtemps d'ailleurs, les flux de financement est devenue une loi castratrice de la démocratie parce qu'après elle s'est répandue partout, même jusqu'en l'audiovisuel. Donc il y a s'il y avait un Conseil national de la refondation, il faut déjà commencer par dire comment on exprime aujourd'hui dans le combat politique ces différences, la réalité, et pas être obligé de passer par des moyens différents. Par contre, sur la légitimité, pour répondre à la question de Sud Radio, il faudrait se poser la question de savoir, par exemple, Jonas est conseiller régional, tous les présidents de conseils régionaux, et il se trouve qu'ils ont été élus pendant la période Covid, mais comme dans beaucoup de pays, il y a eu des pays comparables. Je pense à l'Espagne et à l'Allemagne en particulier. Au même moment, alors, ils n'ont certes pas les mêmes compétences, pas forcément la même relation aux citoyens, chacun d'entre eux, dans les différents pays, mais au même moment où nous, on a été liés tant bien que mal les 15-20% de participation,
vous rendez compte? À ce moment-là, si on conteste des députés à 50% de participation, il faut se poser la question des conseils régionaux qui sont des gouvernements locaux, qui sont des gens qui gèrent des budgets, qui ont des compétences particulières. Alors qu'au même moment, en Espagne et en Allemagne, pas dans toutes les régions, mais dans moins 4 ou 5 que je pourrais vous citer, on atteignait des participations au même moment. Covid, difficultés de déplacement, agenda particulier sanitaire dominant, on atteignait les 55 à 65% de participation selon les collectivités territoriales, en tout cas les gouvernements locaux concernés. Ce qui veut dire qu'on a quand même un souci ici. Alors, je peux vous en parler parce que moi, j'ai fait des campagnes dans ces différents pays et les moyens ne sont pas les mêmes. La manière de pouvoir communiquer, que ce soit sur le terrain physique, sur le terrain médiatique ou sur le terrain digital, n'a plus rien à voir. Nous sommes un pays qui aujourd'hui, encore une fois, je vous le dis, a un problème de capacité démocratique. Et pour un opposant, pour quelqu'un qui veut remplacer celui qui est le leader aujourd'hui, c'est quasiment devenu impossible au plan local, municipal, régional, et évidemment, quand on passe par les départements, ensuite au niveau cantonal, mais aussi pratiquement au niveau législatif. Donc, ça n'est plus possible. Il y a une difficulté. C'est pas un problème de premier, de deuxième tour, de proportionnel par ainsi, c'est les moyens qui sont dédiés à la vie politique dans ce pays, et il n'y en a pas. C'était un des projets de M. Macron, la banque de la démocratie, aidez-moi, eh bien, ça n'a pas vu le jour. Or, cet enjeu-là est majeur. Il faut libérer les terrains d'expression, libérer les points de contact dans une société qui est environnée de bruit médiatique et autres. Eh bien, la politique n'a plus de place. Elle l'a encore dans le cœur des gens. Merci. Les gens, je crois que les gens n'ont pas même la politique, mais aujourd'hui, ils n'y ont plus accès. Marc Varnaud. Merci. Oui, enfin l'abstention, faut déjà peut-être parler des chiffres des 3 dernières élections législatives. Hein. On était à 60% en 2007 de participation en 2007, on était à 57 en 2012 et à 50 en 2017. Si on a 46 cette fois-ci, on est quand même sur une pente qui, pardonnez-moi, est logique. C'est pas une très grande nouveauté. 54% d'abstention, ça ne me surprend pas. Je pense que ensuite, on a une raison qui est plutôt technique, mécanique, politique, qui est spécifique à la recomposition politique. Emmanuel Macron a réussi à détruire tour à tour le PS et les Républicains. On a aujourd'hui un système politique en France avec effectivement la REM, nouvelle appellation au centre, et puis les extrêmes. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui vont être tout simplement démotivés, j'en connais beaucoup, en se disant, de toute façon, c'est ou extrême ou Macron, moi j'irai pas voter. Donc la première chose, c'est ça, c'est un effet secondaire de la disparition des partis traditionnels. Les gens refusant de voter pour Macron, et n'étant pas non plus dans les extrêmes, ils iront tout simplement pas voter. Là où on a peut-être un problème de légitimité, et effectivement je rejoins, mais pas de légalité, c'est sur l'effet combiné du faible nombre d'électeurs dans beaucoup de communes avec la participation. On peut prendre deux cas très concrets. On prend une ville comme Neuilly, sur Seine, on a 70 000 habitants et on a 45 000 électeurs. On prend une ville comme Aubervilliers, on a 80 000 habitants et on a 27 000 électeurs. Ouf. Ce qui veut dire que dans une ville comme Aubervilliers, quand vous allez avoir plus de 50% d'abstention, vous risquez d'avoir donc effectivement 13 000 électeurs dans une ville de 80 000 qui vont décider, donc qui vont élire un député, ce qui veut dire qu'avec la règle des 2 tours, vous pouvez avoir un système dans lequel vous avez 4 000 ou 5 000 personnes qui vont élire dans une ville de 80 000 habitants un député. Donc effectivement, c'est les règles démocratiques. On n'est pas obligé de s'inscrire sur la liste électorale, on n'est pas obligé d'aller voter, mais on risque de retrouver quand même des systèmes dans lesquels on a 5% des gens, 5%, qui vont élire un député. Là, je pense que ça pose quand même problème. Jonas Sadat, vous êtes candidat pour être député. Oui, c'est un peu le retour du suffrage censitaire en fait. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ce sont les CSP+, qui se sentent davantage concernés et d'ailleurs qui orientent leur choix vers une forme paradoxale de conservatisme. Malgré le fait qu'il y ait des problèmes structurels en France, on a l'impression qu'ils ne veulent pas que ça bouge parce que c'est la France qui va bien, si vous voulez. Et c'est assez paradoxal. Vous voyez par exemple l'épisode du Stade de France. J'étais persuadé que ça allait, notamment pour les gens qui voient bien l'angle mort de la politique du gouvernement en matière de sécurité, qui allait dire quand même c'est vrai que le gouvernement là-dessus, ils nous ont quand même dit que c'était la faute des Anglais, mais on a quand même un problème de sécurité dans notre pays. On leur en parle et ils disent oh oui, mais bon, c'est pas très grave parce qu'ils ne le ressentent pas dans leur chair en fait. Non, ils vivent pas en Seine-Saint-Denis, ils ont peut-être pas été agressés, etc. Donc ce problème de sécurité,
Eux, ils sont dans des bons quartiers. Effectivement, vous parliez, que ce soit de Neuilly ou autre, etc. Ils sont dans des quartiers protégés. Et ils vont voter un peu dans une forme de conformisme, vous voyez, alors que ce qui est paradoxal, c'est que tout autour, j'allais dire, de leur site un peu protégé, eh bien, des problématiques s'accumulent. Mais tant qu'ils ne sont pas rongés par ces problématiques, voilà. Et donc, l'abstention massive profite aux classes supérieures. Et malheureusement, les classes supérieures se comportent un peu parfois en autarcie. Vous connaissez les analyses des sociologues qui montrent bien qu'aujourd'hui, finalement, il y a une classe supérieure, dont on fait peut-être d'ailleurs partie, mais qui en fait se sent bien à Paris, comme à Londres, comme à New York, etc. Et qui n'a pas les mêmes préoccupations de ceux qui sont ancrés dans les territoires. Absolument. Vous voulez un mot très court, parce que Philippe Bilger voulait poser une question à Jean-Christophe Gallien. Je ne suis pas du tout en accord avec ce schéma caricatural. La réalité, c'est que vous pouvez être CSP+, ou CS, ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas avoir envie de voter Macron sans pour autant vous sentir d'avoir l'envie de voter à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. C'est basique, c'est simple comme 1 + 1 = 2. Et c'est pas vrai uniquement chez les CSP+. Ceci dit, statistiquement, ce que dit monsieur est juste, et on l'a mesuré. Les quartiers populaires votent beaucoup moins que les quartiers... On a mesuré quand même chez les CSP+, un vote massif pour Macron, y compris aussi générationnellement. Donc la lecture par classe et par génération, elle est valide aussi. Oui. Philippe Bilger, vous voulez interpeller assez rapidement Jean-Christophe Gallien. Ouais, je le fais très vite. Jean-Christophe, j'ai posé une question ce matin à Frédéric Dabi dans l'excellente matinale de Patrick Roger, et je vous la formule parce que je serais curieux de savoir si vous allez faire la même réponse. Je suis frappé de constater ce que j'appelais un paradoxe entre le taux d'abstention programmé qui va être assez considérable, et d'autre part le fait que beaucoup de citoyens semblaient percevoir les législatives comme le moyen de réparer la blessure d'une présidentielle inachevée. Et pourtant, il m'a répondu, et je lui fais évidemment confiance, que ça n'a rien à voir. Pourtant, je suis étonné que l'abstention soit supérieure à la volonté de réparer les dégâts de cette présidentielle absolument inachevée. Jean-Christophe Gallien, mais en 30 secondes. Ouais, ça fait le pont avec ce que disait Jonas Haddad. C'est-à-dire que ce qui est terrifiant dans la période, c'est la réalité du repli, le repli vers la rente, le repli vers la situation acquise. Et c'est malheureusement, finalement, l'aboutissement du travail, non pas simplement de celui qui était le candidat de la Startup Nation, rappelez-vous, qui voulait renverser la table, et qu'on a malheureusement, quand on se déplace un peu, qu'on voyage un peu partout en Europe ou ailleurs, on se rend compte qu'on est bien loin de tout ça. On est plutôt dans un contexte totalement inversé, où à la fois les flux publics sont plus importants que partout ailleurs, heureusement en partie pendant la période Covid, mais ça en dit long sur notre réalité à nous, et qu'en même temps, on a une société qui s'est non pas multifracturée, comme M. Fourquet et d'autres le disent, c'est beaucoup plus simple. Il y a une séparation qui a été décrite entre, encore une fois, une classe moyenne qui explose, qui descend, ceux qui arrivent à s'en sortir, dans notamment des territoires métropolitains et urbains, qui, jusqu'à aujourd'hui, évite de se retrouver confronté en grande partie à la difficulté que d'autres éprouvent pour des raisons qui sont parfois même des raisons physiques. Très court. Et puis juste 10 secondes. Si, vous pouvez tourner la tête dans tous les sens, c'est la réalité. Et vous, non mais 5 secondes, on a passé le temps. La réalité, c'est que, et quand Jonas le dit, c'est qu'il le ressent sur le terrain. Et je vous assure que c'est vrai, c'est malheureux. C'est-à-dire que cette décomposition, si vous voulez, du lien. On n'est pas dans le vivre ensemble en France, on est beaucoup aujourd'hui dans le vivre à part. Merci. C'est un point essentiel pour une société multiculturelle qui cherche son modèle. Le côte à côte et le face à face. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien et Jonas Haddad. Comme vous êtes candidat dans la seconde circonscription, je cite les noms des autres candidats. Maxence Briquet pour Reconquête, Catherine Depitte pour Liberté, Écologie, Fraternité, Sébastien Duval pour la NUPES, Jean-Claude Garot pour LO, Jonas Haddad, on vous a cité pour LR, Bastien Holling pour le RN, Jody Orchois pour l'UCE, Dorian Lebay pour le Parti Animaliste, Nathalie Le Thor pour DLF et Annie Vidal, députée sortante pour LREM. Tout de suite, la chronique de Philippe Rossi.